Bonsoir, bienvenue dans le journal de la rédaction de TV78, l'essentiel de l'actualité locale. Voici les titres de ce mardi 14 janvier. 50 startups présentes aujourd'hui sur le site d'Airbus à Elancourt. Elles ont été sélectionnées par le groupe dans le but de nouer des partenariats au terme de cette journée, des collaborations pour mener des projets d'innovation dans la cybersécurité, la défense et l'aéronautique. Les travaux ont débuté l'été dernier à Montigny-le-Bretonneux. Le Forum des Arts Charles Aznavour sort peu à peu de terre en lieu et place de l'ancien collège Bergson, un projet dédié à la culture accompagné de la construction de 140 logements. Et puis c'est une référence dans l'univers de la danse. Thierry Malandin proposait 2 de ses créations le week-end dernier au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines, un territoire qu'il connaît bien, lui qui avait fondé sa compagnie en 1986 à Elancourt. Cet incident d'abord à Ouiky a fait fort heureusement plus de peur que de mal. Un immeuble a été soufflé par une explosion survenue la nuit dernière vers minuit rue Henri Barbus. Une toiture et des murs entièrement détruits. Aucune victime n'est cependant à déplorer. Le commerce et le seul appartement qui occupe les lieux étaient vides au moment des faits. Pas d'hypothèse sur l'origine de l'explosion avancée pour le moment. Les Yvelines plus peuplées qu'en 2012, le département a gagné en 5 ans 26 000 habitants, soit une augmentation de 1,8%. Statistique établie par l'INSEE entre 2012 et 2017 qui fixe la population yvelinoise à plus d'1 430 000 personnes. Augmentation en lien avec les chiffres franciliens et due, selon l'Institut, à un fort excédent des naissances sur les décès. Si on prend l'exemple de Saint-Quentin en Yvelines, l'agglomération comptait en 2017 2000 habitants de plus qu'en 2012. Le site d'Airbus à Elancourt a accueilli aujourd'hui près de 50 startups. Toute la journée, les collaborateurs du groupe ont pu rencontrer les dirigeants de ces sociétés innovantes. L'objectif, conclure des partenariats et développer des projets d'innovation. Le reportage de Nicolas Dandry et de Jade Brun. C'est le futur avion de combat européen, tout un système connecté avec notamment plusieurs drones. Pour la start-up JCP Connect basée à Rennes, ce projet est une opportunité pour créer une collaboration avec Airbus. Cette société de 12 salariés est spécialisée dans la conception de logiciels destinés aux drones. Nous, on s'occupe de ce type de communication. Le réseau de drones a 2 objectifs. C'est effectivement de transmettre les données venant de capteurs qui peuvent être des capteurs vidéo ou d'autres types de capteurs, avec une fiabilité qui est bonne, et également d'assurer la sécurité, parce qu'effectivement, ce type de réseau peut être vulnérable à 2 types d'attaques. D'une part, une attaque venant d'un capteur, un faux capteur, ou une attaque venant d'un drone. Comme JCP Connect, ils sont une 50aine de startups à présenter leurs activités aux collaborateurs d'Airbus. Cybersécurité, intelligence artificielle, spatiale, plusieurs secteurs d'innovation ouverts à des partenariats par le groupe aéronautique. Avec Linkster, en fait, c'est une start-up qui a développé une imprimante 3D qui nous intéresse beaucoup parce qu'elle est capable d'utiliser un certain nombre de matériaux. Basée à Bayonne, Linkster a été créée en 2015. Elle propose des imprimantes 3D destinées à la production ou à la conception de prototypes. Cette pièce, elle est, on va dire, en étude pour et représente une application de protection de câbles électriques pour un avion et il y a des spécificités matières à respecter pour que la pièce puisse résister à des hydrocarbures, à des huiles moteurs, à du kérosène. Déjà partenaire d'Airbus à Toulouse, elle souhaite développer une collaboration avec l'activité Defense and Space sur un sujet confidentiel. Dans l'actualité également, cet ultimatum brandi par environ 1200 médecins responsables de services, dont 5 du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie et 4 de l'hôpital Mignot situé au Chénéro-Cancourt. Dans une tribune publiée dans le journal Libération aujourd'hui, ils menacent de démissionner de leurs fonctions administratives. Une décision avancée depuis décembre pour dénoncer le manque de moyens et de personnel dans les hôpitaux publics. Le plan d'urgence annoncé par Agnès Buzyn en novembre ne les a pas rassurés. Il somme la ministre de la Santé et d'ouvrir des négociations pour réformer l'hôpital, sans quoi ils démissionneront. Un contexte de grève auquel s'ajoute cette mobilisation actuelle contre la réforme des retraites. Le mouvement qui est rentré ce mardi dans son 41e jour. Et les conditions de circulation dans les transports se sont cependant nettement améliorées depuis lundi. Après l'annonce du gouvernement du retrait provisoire de l'âge pivot. Amélioration qui devrait se poursuivre demain mercredi. Vos conditions de circulation à retrouver sur les sites de la RATP et de Transilien.
C'est en cette période de galère dans les transports que le collectif Vélo Île-de-France a choisi de dévoiler la carte de son projet, le RER-V, Réseau Express Régional Vélo, autrement dit relier l'ensemble de l'Île-de-France grâce à un réseau de pistes cyclables cohérent et surtout interconnecté. Vous le voyez, 9 lignes en tout qui pourraient permettre de se rendre facilement à Versailles, Vélizy ou encore Saint-Nom-la-Bretèche. Depuis un an, 33 associations travaillent sur ce projet qui nécessite forcément un fort investissement. Écoutez. Nous avons partagé un constat entre associations. En Île-de-France, il est très compliqué de se déplacer à vélo d'une ville à une autre, alors qu'en voiture, vous avez des lignes, vous avez des routes départementales. En RER, vous avez des lignes aussi, vous avez des voies ferrées, alors qu'en vélo, vous avez des petits bouts par-ci, par-là, des bouts de piste. Et nous voulons coller les morceaux ensemble pour en faire des véritables lignes et même un réseau qu'on appellera donc le RER vélo, le RER-V, afin de permettre à tous les franciliens de se déplacer plus facilement. Le collectif qui chiffre à 500 millions d'euros ce projet de RER vélo. Impact de la transition en vue des élections municipales et pour contrer l'urgence climatique, pour faire face à l'urgence climatique. C'est l'initiative prise par une soixantaine d'organisations au niveau national, une opération déclinée dans les Yvelines par 18 associations. Elle propose ce pacte aux élections municipales dans les 36 communes de l'agglomération Rambouillet Territoire. Un texte avec 14 mesures en faveur de la transition écologique et solidaire. Objectif, sensibiliser les futures équipes municipales sur les questions environnementales. Les propos sont recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. Tous les candidats qui le veulent, qui sont intéressés, nous demandent de signer le pacte ou qu'on leur présente. On leur présente le pacte. Il est à prendre en intégralité tel qu'il est là, tout ou rien. Et quand ils le signent, ils s'engagent, eux, à mettre en œuvre toutes ces actions-là sur la durée du mandat. Et nous, on s'engage, avec toutes les expertises, parce qu'on a beaucoup d'expertise sur le territoire, à donner de l'expertise, du temps, de l'énergie pour mettre en œuvre ces actions-là. Les scientifiques sont unanimes pour dire que tous les signaux sont au rouge. Ils sont aussi unanimes pour dire qu'aujourd'hui 60% des leviers sont dans les mains des politiques territoriales et locales. Donc maintenant, il faut vraiment que les mairies qui vont avoir, les candidats et notamment les maires qui vont être élus, vont avoir des responsabilités très lourdes sur la décennie qui arrive sur le terme d'écologie et de solidarité. Une réunion de présentation est programmée à Rambouillet le 28 janvier au Théâtre du Nickel en présence de Yann Arthus Bertrand. Et pour suivre l'actualité des élections municipales, ne manquez pas ce soir un nouveau numéro du 7-8 politique présenté par Wilfried Richy. Ma première invitée dans ce journal, Lucie Robin, bonsoir. Bonsoir. Et directrice du CIDFF des Yvelines, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Et directrice et même bientôt ex-directrice, car vous allez passer la main à la fin du mois après 14 ans passés dans les Yvelines à ce poste. Est-ce qu'il y a un pincement au cœur quand vous pensez à ce départ ? Oui, bien sûr. On ne quitte pas le CIDF si facilement. C'est vrai. Alors vous avez passé 14 ans à la direction du CIDFF des Yvelines. Qu'est-ce qui a pu être accompli alors dans les grandes lignes? De quoi êtes-vous le plus fier quand vous regardez ce bilan? Alors en fait, je n'ai pas fait 14 ans de direction. J'ai d'abord été juriste pendant près de 6 ans, avant de reprendre la direction pendant 8 ans. Et alors sur le parcours, évidemment, l'accompagnement des personnes, ça a été très riche. Il y a des situations qui ont pu être très marquantes dans cet accompagnement, en particulier auprès des victimes et des femmes victimes de violences. Et après, sur le poste de direction, oui, des actions marquantes, il y en a eu beaucoup. On a réalisé des spots de promotion de l'égalité professionnelle, par exemple, avec un groupe de femmes éloignées de l'emploi. D'ailleurs, vous nous aviez invité pour en parler. Ça a été quelque chose de très riche. On avait participé à un concours aussi autour de l'accompagnement professionnel des femmes éloignées de l'emploi qu'on avait remporté en 2012. C'était aussi quelque chose de marquant pour l'association. Et puis plus récemment, les 35 ans du CIDF aussi, qui avaient été fêtés à Guyancourt, où on avait pu en faire un événement festif avec des clics théâtres notamment, avec les hôtesses. Donc ça, c'est aussi quelque chose de marquant. Et puis toutes les actions du quotidien du CIDF, l'accompagnement emploi, l'accompagnement juridique, l'aide aux victimes, tout ça, oui, c'est quelque chose de marquant et qui continuera à m'accompagner. Les valeurs du CIDF continueront à m'accompagner. Ça vous accompagnera tout au long de la suite, avec forcément
des derniers mois marqués par le Grenelle des violences conjugales. Le CIDFF a été grandement impliqué dans les Yvelines. Tout à fait, oui, on a participé au Grenelle. Il y avait plusieurs groupes de travail sur lesquels le CIDF était évidemment présent, et avec des suites effectivement positives pour ce Grenelle. Le travail notamment sur un réseau des réseaux, un projet de bon taxi pour les femmes victimes pour se déplacer sur le département qui est grand, pour aller à l'unité médico-judiciaire de Versailles. Quand on habite à Mantes, ça peut être compliqué. Également sur le dispositif du téléphone d'alerte pour les femmes en grave danger, une augmentation de ce nombre de téléphones qui était limité sur le département. Donc oui, il en sort beaucoup de choses positives, évidemment. Plein de souvenirs dans la tête, vous l'avez dit. Quelles évolutions vous avez pu constater pendant ces 14 ans? Alors, fin 2017, il y a eu ce mouvement MeToo, un mouvement mondial suite aux révélations de l'affaire Weinstein. Est-ce que depuis la parole des femmes, est-ce que vous avez constaté qu'elle s'est davantage libérée, cette parole des femmes? Oui, tout à fait. Nous, on a constaté vraiment une augmentation du nombre de signalements des violences, que ce soit des victimes elles-mêmes, mais aussi, là, plus récemment, c'est vraiment l'effet Grenelle, des signalements qui émanent de proches. Donc, un père, une mère qui vient signaler qu'il pense que sa fille est victime de violences, des voisins aussi parfois, ou des amis. Et ça, on en voyait beaucoup moins avant. Là, c'est vrai qu'on a vu le nombre de mails, notamment adressés à l'association pour signaler, exploser. Donc, on a une augmentation de notre activité sur le volet des violences, ça, c'est clair. Si on rappelle justement votre activité, le CIDFF, je rappelle, c'est le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Parmi ces missions, la lutte contre les violences. Qu'est-ce que vous proposez en ce sens pour lutter contre les violences? Alors, nous, au quotidien, on propose des permanences juridiques, donc vraiment l'accès aux droits de ces femmes qui sont victimes de violences, donc les informer sur la procédure, aussi bien civile que pénale. Avec des antennes dans toutes les Yvelines? Alors, avec des antennes, 50 antennes dans les Yvelines, dans des lieux aussi variés que les points d'accès aux droits, les maisons de justice, des CCAS, des maisons de quartier aussi, commissariats également. Donc, ce qui permet qu'elles puissent aussi choisir l'endroit où elles vont. On ne sectorise pas. Donc, une femme qui habite à Montigny peut très bien aller à Mantes si elle travaille sur Mantes ou si ça l'arrange tout simplement d'aller sur Mantes, elle fait ce qu'elle veut. On ne va pas poser de questions, donc il y a vraiment cet accompagnement. On propose aussi de l'accompagnement emploi avec vraiment un travail sur tous les freins qui sont liés à ces violences. Des groupes de parole également, co-animés par juristes et psychologues, et puis un soutien psychologique aussi en individuel qui est possible. Donc ça, c'est vraiment pour l'accompagnement des victimes en tant que telles. Et par rapport aux professionnels, on propose beaucoup d'actions de formation des professionnels sur cette thématique-là pour détecter, et puis aussi, une fois qu'on a détecté, savoir comment orienter au mieux. Avec de l'intervention aussi dans les milieux scolaires, c'est ça? Oui, alors voilà, après on intervient sur la prévention dès le plus jeune âge. On commence dès la primaire, on pourrait même envisager la maternelle, ça se fait sur le CIDF 92 qui le fait notamment, pour traiter des questions d'égalité filles-garçons et de la prévention des violences sexistes. Donc dès le plus jeune âge, oui, il faut s'y atteler très tôt. Très rapidement, votre successeur, Anne-Laure Carreau, qui prendra son poste au 3 février, que lui souhaitez-vous? Le meilleur. Je lui souhaite autant de belles actions que celles que j'ai pu connaître sous ces 14 années, mais j'en doute pas. Il y a beaucoup de choses à faire encore au CIDFF. Merci Lucie Robin, bonne continuation à vous. Bientôt ex-directrice du CIDFF des Yvelines, un poste que vous quitterez à la fin janvier. Merci à vous. C'est l'un des chantiers majeurs de Montigny-le-Bretonneux, la construction d'un forum des arts. Les travaux ont débuté cet été. Première rentrée prévue pour les jeunes artistes en septembre 2021. Retour sur l'histoire du lieu et visite du chantier avec Marie-Lénia Pichino. Il fêtait ses 20 ans en septembre 2004, avant d'être fermé 3 ans plus tard. Promesse de campagne de Michel Laugier en 2014, le collège Bergson a été détruit en 2017 pour de nouveau accueillir la jeunesse ignimontaine au sein d'un forum des arts. Ce bâtiment va permettre de regrouper toutes sortes d'activités qui étaient aujourd'hui explosées dans des gymnases, dans des salles communales ou même dans le petit conservatoire de musique qui aujourd'hui était vraiment trop petit pour le nombre d'élèves à accueillir. Les premières lettres du Forum des Arts Charles Aznavour apparaissent, 3400 mètres carrés qui accueilleront théâtre, musique et danse. Les travaux ont débuté en juin dernier pour une livraison prévue en avril 2021. Aujourd'hui, ce qui est fait, c'est toute la partie sous-sol, avec donc l'auditorium de 150 places, environ sur 350 mètres carrés, la salle de percussion et le parking de 20 places, avec des places pour les vélos. Et sur ces places, il y aura des places pour des véhicules électriques. Tout le rez-de-chaussée est terminé également, donc on revoit l'auditorium qui est sur 2 niveaux, qui ressort ici, 4 salles de théâtre et la partie administrative.
Un projet confié au maître d'œuvre strasbourgeois Dominique Coulon et associés, spécialiste des bâtiments culturels aux normes acoustiques particulières. Coût total 18 millions d'euros, dont la majorité est financée par des subventions et les recettes des logements construits sur le terrain. On voit bien la voie qui va desservir le bâtiment public et les 4 îlots de logements bien séparés. 4 îlots comprenant environ 140 logements, dont des logements sociaux. Pour ce faire, 4 autres grues germeront au printemps. À quelques jours de l'ouverture des inscriptions sur Parcoursup et aussi pour la saisie des vœux, une grande soirée pour s'orienter sans stress. Elle est proposée à la Cité des Métiers de Saint-Quentin en Yvelines jeudi soir, un after-work qui est fait pour les parents afin d'aider leurs enfants dans leur projet d'études. On en parle avec Anne Capitan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coach en orientation au DABM 78. Vous allez animer notamment une soirée, lors de cette soirée, une conférence. On en parle dans un instant. Déjà, juste de détailler le DABM 78. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le DABM s'intitule le dispositif académique bilan et mobilité. Voilà, nous dépendons de l'Éducation nationale dans la branche formation continue et nous sommes spécialisés dans l'orientation des adultes et des jeunes. Voilà. Cet événement qui a lieu jeudi soir, quels sont les objectifs d'un tel événement ? Alors, c'est donc en tant que partenaire, le DABM est partenaire de la Cité des Métiers. La Cité des Métiers est un lieu ressource en termes d'emploi, de formation et d'orientation. Et face à l'anxiété des parents qui viennent à la Cité des Métiers tout au long de l'année, parce qu'il y a beaucoup, la Cité des Métiers propose beaucoup de choses en termes de conseils, de formation, d'information pour les jeunes. Voilà, on a décidé effectivement de faire une grande soirée dédiée aux parents pour leur proposer d'appréhender au mieux l'orientation de leurs enfants en étant le moins stressés possible. L'orientation sans stress, est-ce que c'est possible ? Il y a forcément des choix difficiles à faire qui vont décider du parcours du jeune. On peut aussi se tromper dans son orientation. Est-ce que c'est possible de s'orienter sans stress ? L'orientation est anxiogène, donc on peut pas dire elle génère du stress de toute façon. Mais en tout cas, de mieux connaître l'orientation. Donc on présente vraiment avec différents partenaires. Voilà, nous on est là en tant que coach en orientation. On a aussi une psychologue qui sera là lors de cette soirée. On a aussi une personne qui va parler vraiment des grandes réformes Parcoursup, des outils Parcoursup et de la réforme actuelle du baccalauréat, donc en termes d'information. Donc de toute façon, c'est stressant. On ne peut pas empêcher ce stress, mais en tout cas, l'orientation est une vraie démarche. Et donc d'expliquer cette démarche aux parents, de mieux leur faire comprendre ce qu'est l'orientation, c'est vraiment les aider à mieux accompagner leurs enfants et à moins projeter leur peur aussi, parce que finalement, moi je me rends compte dans ma pratique que les parents sont souvent beaucoup plus stressés que les enfants eux-mêmes. Voilà. C'est d'autant plus important car les parents, c'est les premiers relais finalement des enfants, les premiers conseillers, on peut dire, des enfants. C'est d'autant plus important d'adresser cette soirée aux parents. Voilà, parce que le parent, il a un vrai rôle à prendre et un juste milieu, voilà, ni trop ni pas assez. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, pareil, pour discuter pas mal avec les parents se retiennent souvent en se disant on ne veut pas projeter sur nos enfants voilà, nos échecs, nos parcours, nos souhaits. Mais en même temps, moi, je me rends compte que le jeune, il a besoin d'avoir des propositions en face de lui pour avoir un mur et pouvoir argumenter, se poser des questions. Voilà, l'orientation interroge le désir du jeune et il a besoin de se confronter. Donc, les parents, il ne faut pas qu'ils hésitent à évoquer, en tout cas, ou proposer des pistes. Plusieurs choses au programme de cette soirée. Vous animerez-vous une conférence sur le thème « Comment aider vos enfants à s'orienter ». Justement, il sera question de rendre cette démarche positive, c'est ça ? Exactement. C'est vraiment d'expliquer la démarche, de lever aussi tous ces points d'anxiété. C'est une période difficile aussi. L'ado est ado, c'est son premier choix d'adulte. Donc, c'est d'expliquer un peu tous ces mécanismes. Qu'est-ce qui se met en place ? Qu'est-ce qui peut venir freiner et bloquer l'orientation ? Et à partir du moment où on connaît mieux ces freins, de pouvoir les lever et en tout cas de bien prendre conscience que c'est une démarche à moyen terme. C'est pas un coup de baguette magique, l'orientation, c'est une vraie démarche avec un processus qui va se mettre en place et des étapes qui vont se suivre. Donc c'est ça que je propose d'expliquer aux parents avec une vraie volonté de leur donner des billes et des astuces. En tout cas, ils ressortent de cette soirée soulagés. Les épaules tombent un peu et on sent que ça leur fait du bien. Vous répondrez à cette question sûrement jeudi, mais comment les aider justement leurs enfants sans
sans les freiner dans leurs projets, peut-être qui peuvent sembler fous des fois, des projets des enfants, certains qui veulent faire des métiers plus ou moins différents. Comment les aider, les enfants ? Alors la première chose, c'est d'écouter son jeune, de pas tout de suite brider par effectivement des idées qui peuvent nous sembler farfelues, mais vraiment de sonder l'intention qui est derrière l'énonciation. Je veux être médecin, il a 5 ans maths, donc le parent très vite va se dire « Ah, mais médecin, mais tu penses même pas ». Mais non, en fait, c'est vraiment l'évocation. Qu'est-ce que ça... C'est l'intention, en fait, le sens que ça a. Pourquoi le jeune dit « je veux faire médecine ». Il y a un sens derrière, et donc c'est plus ça qu'il faut investiguer que le fait d'avoir le bon choix ou le mauvais choix, en fait. C'est l'intention de l'énonciation du choix du jeune qu'il faut donc écouter l'écoute, c'est vraiment la chose la plus importante. Voilà. Et tout l'argumentaire derrière que le jeune peut livrer, qu'il peut livrer difficilement à ses parents, plus facilement à une personne extérieure, un tiers. Donc ça fait partie d'une des pistes déjà. Mais il y a pas mal d'autres choses. Il y a des choses qui seront évoquées du coup jeudi soir à la Cité des Métiers. Je rappelle que cet afterwork orientation sans stress, c'est ce jeudi à la Cité des Métiers de Saint-Quentin en Yvelines. Le rendez-vous est fixé de 18h à 21h et on retrouve toutes les informations sur le site internet de la Cité des Métiers de Saint-Quentin en Yvelines. Merci Anne Capitan. Merci beaucoup. Coach en éducation, coach en orientation, au DABM 78. Merci d'être passé en plateau. C'est un nom qui compte dans le monde de la danse. Thierry Malandin était présent le week-end dernier à Saint-Quentin en Yvelines avec le ballet de Biarritz. Le chorégraphe est bien connu sur le territoire saint-quentinois puisqu'il est le fils de l'actuel maire de Trappes, Guy Malandin. Il proposait 2 de ses créations sur la scène nationale du Théâtre national de Saint-Quentin en Yvelines. Mélanie Poquet. De partitions anciennes, Thierry Malandin propose des écritures chorégraphiques nouvelles. Nocturne lui fait penser aux danses macabres moyenâgeuses. Il choisit de travailler sur les lignes. Ses danseurs évoluent sur un tapis de 2 mètres. Un espace contraint qui amuse le créateur. Bon, comme là, les Nocturnes de Chopin, c'est des musiques connues, donc ça permet au public d'être à la fois au niveau de l'oreille en terrain familier et puis voir des images différentes. J'ai toujours aimé Chopin. Ce qui se passe, c'est que l'ordinaire de la compagnie, c'est des pièces de commande, souvent des œuvres d'une soirée. Et quand je peux, je m'attache à des musiques que j'aime. Et Chopin, j'aime depuis toujours. Et j'avais jamais eu l'occasion de faire quoi que ce soit. Le chorégraphe français proposait à Saint-Quentin en Yvelines 2 créations dans un néoclassicisme qui le caractérise et qu'il revendique. Au romantisme de Chopin, Estro répond de manière joyeuse. L'ambiance est joyeuse, mais elle nous montre qu'en même temps, là il y a un appel plus spirituel, mais elle montre que la joie aussi est éphémère et qu'il arrive un moment où il faut passer de l'autre côté. Puis la musique de Vivaldi, elle appelle à la dynamique, enfin, c'est un ballet un peu plus virtuose au niveau des ensembles. Un retour dans une agglomération que Thierry Malandin connaît bien. En 1986, il fonde sa compagnie à Elancourt avant de partir pour Saint-Étienne puis Biarritz. La compagnie revient dans les Yvelines en juin prochain pour 4 représentations à l'Opéra Royal de Versailles. Après les fêtes prolongées, les moments en famille, c'est l'ambition de l'association Plaisiroise pour la promotion du théâtre et du spectacle vivant. Elle proposait le week-end dernier un atelier, un travail de découverte du théâtre à vivre en binôme. Patrick Jacques de Dixmude et Mélanie Poquet. Le petit conseil avant qu'on fasse passer les uns les autres, écoutez-vous. Après les exercices de découverte, un peu de mise en pratique. À Plaisir, certains faisaient ce week-end leur premier pas sur scène. Les participants sont tous présents en binôme. Les parents accompagnent leur enfant ou inversement. J'aime bien parce que quand on fait du théâtre en collectif, on peut rencontrer d'autres gens. Avoir des moments ensemble autres que manger, regarder sa montre, faire les devoirs, voilà, toujours regarder sa montre. Là, j'ai vraiment apprécié le fait d'être ensemble et de passer un moment tous les deux. C'est mon cadeau de Noël. Donc il m'a dit tiens, je vais t'offrir ça, tu vas venir avec moi au théâtre. Voilà. Moi, comme j'en fais à côté, j'ai déjà fait des exercices. Et du coup, je lui explique un petit peu tout.
J'avais envie de partager ça avec elle. Et avec papa. Et là-dessus, Titouan, mon petit garçon, s'est greffé avec mon mari. Un atelier parents-enfants imaginé par l'association Plaisiroise pour la promotion du théâtre et du spectacle vivant. Le temps d'une journée, les bases ont été abordées, travail sur le corps, la voix ou encore les émotions. Pour certains, c'est de découvrir la passion de l'autre, de mieux comprendre aussi du coup pourquoi cette passion, pourquoi ça peut être aussi prenant. L'atelier était proposé pour la 2e année consécutive par l'association Plaisiroise. Un prochain stage est prévu au mois de mars, destiné cette fois aux adultes et jeunes adultes. Avant de vous laisser, j'accueille Aurélie Ronce, bonsoir. Bonsoir Grégory. Le 7-8 Culture ce soir sur TV78, vous en êtes la présentatrice. Au menu ce soir, que proposez-vous? Alors on va parler d'un festival, le festival Plein Feu sur les planches qui va se dérouler à Maurepas à partir du 18 janvier. Pendant 3 semaines, 4 troupes de théâtre amateurs vont présenter leur spectacle. Ce sera à l'espace Albert Camus, il s'agit de la 5e édition. Pour les amateurs de peinture et d'histoire, eh bien, nous irons au musée Lambinet à Versailles jusqu'au 1er mars, une exposition vous propose de partir à la découverte de 100 personnages représentatifs de la cour de Louis XV et de Louis XVI. Et puis nous parlerons musique avec le Small Bazar Full Band. C'est un groupe composé d'une 30aine de musiciens qui se produira le 25 janvier prochain à Voisins-le-Bretonneux. L'orchestre va vous inviter à un véritable voyage en musique. Nous avons pu suivre une de leurs répétitions et donc c'est à découvrir dans les prochaines minutes. Merci Aurélie, le 7-8 Culture dans quelques instants sur TV78. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Nouvelle édition à retrouver dès demain, mercredi. Bonne soirée sur TV78.